Alors bonjour, bienvenue à tous. Donc nous sommes ici, nous avons convié aujourd'hui 6 intervenants pour répondre aux questionnements par rapport à la loi de la transformation de la fonction publique. Donc avec la suppression des CHSCT et des CT remplacés par les CSA, comités sociaux d'administration, et les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions au travail. Donc les intervenants qui répondront à ces questions sont Madame Mounira Nessa, directrice générale de KTIS, cabinet risques psychosociaux. Monsieur Antoine Koumbemba, chargé de mission pour la RACT, qui n'est pas encore arrivé. Monsieur Pascal Olivier, directeur adjoint prévention des risques, Université de Lille. Monsieur Hugues Barbier, conseiller en prévention des risques, Université d'Artois. Monsieur Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Et nous avons Marie-Agnès, secrétaire nationale du SNPTES. Ah, et Vincent Conrad, excusez-moi, désolée, présidente de l'association GPSUP. Donc je vais vous laisser vous présenter un peu plus en détail, chacun à votre tour. Madame Nessa. Bonjour à tous, donc, je me présente, donc, je suis Mme Nessa, donc, directrice générale du groupe KTIS, donc, un cabinet qui existe depuis 22 ans et qui est spécialisé en santé au travail, management des organisations. Donc on intervient depuis 22 ans dans le secteur public ou privé sur les questions de santé au travail, organisation du travail. Donc on intervient aussi bien sur des commandes pures de représentants du personnel dans les instances publiques ou privées, sur des questions de risques graves ou alors sur des questions de transformation. Et on fait également beaucoup de formations à destination des représentants du personnel, que ce soit public ou privé. Donc ma présence ici aujourd'hui à l'invitation de l'UNSA, c'est vraiment pour faire un retour d'expérience, un partage en tant que cabinet expert sur les enjeux liés à la fusion des instances dans le cadre des ordonnances Macron. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je suis Hugues Barbier, conseiller de prévention à l'Université d'Artois, en poste dans cet établissement de taille moyenne, voire petit, depuis 20 ans tout juste. Donc l'Université d'Artois, 11 000 étudiants, 1200 personnels, entre 11 et 12 000 étudiants, 1200 à 1100 personnels, implantés dans 5 villes du Nord et du Pas-de-Calais pour 7 composantes et des laboratoires qui interviennent dans 4 DIM, domaines d'intérêt majeur. Bonjour à tous, Pascal Olivier, donc, directeur adjoint de la prévention des risques à l'Université de Lille. Donc, je suis conseiller de prévention dans le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur depuis 2002. J'ai d'abord travaillé à l'Université Paris 13, puis l'INSERM, puis le CNRS, et depuis 2019 à l'Université de Lille. Donc, l'Université de Lille, c'est une université qui a fusionné en 2018, donc c'est une grosse université. 7000 personnels, 70 000 étudiants, 700 000 m² de bâtiments. Et en plus, au 1er janvier, on passe en EPE, établissement public expérimental, avec d'autres établissements qui vont se joindre à nous, comme l'école de journalisme, comme l'école du textile à Roubaix. Donc c'est aussi d'autres problématiques qui s'ajoutent pour l'application de ce futur décret, justement. Bonjour, Vincent Conrad, je suis conseiller de prévention de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. L'université, 29 000 étudiants cette année, 2500 personnels avec des sites sur toute l'ex-région Champagne-Ardenne. Mais je suis là au titre de président de l'association GPSUP, qui est une association qui comporte environ 200 membres et qui regroupe tous les conseillers de prévention des établissements d'enseignement supérieur au niveau national, universités, grandes écoles, CROUS également. Et donc voilà, c'est à ce titre-là que j'interviens. Et notre association fête ses 25 ans cette année et donc est un partenaire reconnu à la fois du ministère pour le montage de formations par exemple, mais aussi d'instances comme l'Institut national de recherche et de sécurité avec lequel on a souvent travaillé en différents groupes de travail. Oui, alors bonjour, Dominique Corona. Voilà, ça, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, il en faut un, c'est moi. Bon, alors, je veux dire plutôt comme la bière, si vous préférez. Voilà, même s'il faut le boire avec modération. Je suis secrétaire général adjoint à l'UNSA en charge de la protection sociale et de la qualité de vie au travail et de l'économie sociale et solidaire.
Je vous parlerai très certainement plus des salariés du privé qui sont déjà passés par cette transformation. J'ai assisté, alors je ne vais pas dire concertation parce que c'est encore un mot trop fort à l'époque, aux semi-discussions avec le cabinet de la ministre du Travail de l'époque sur les ordonnances. Je dis bien semi-discussion et on y reviendra peut-être un peu. Et j'essaierai de vous apporter ce petit éclairage sur... et puis finalement, dans le privé, eh bien, comment on s'en sort et comment on essaie de s'en sortir. Voilà, donc je vais essayer de vous aider peut-être dans l'avenir à essayer de vous positionner. Voilà. Merci. Monsieur Koumbemba, je vous laisse vous présenter un peu plus en détail. J'ai failli rater ce bon moment, j'étais à côté. C'est ballot. Donc, je travaille à l'ARAC, l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui dépend de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, on m'a demandé de parler de l'expérience, comme le collègue, l'expérience de l'ARAC ou du réseau ANACT sur le passage dans le privé en CSE. Donc, j'ai préparé quelque chose et on pourra échanger. Merci. Donc, cette table... Mais après. Ah oui, pardon. Oui, alors du coup, Marie-Agnès Després, secrétaire nationale du SNPTES. Et puis, bon, pour faire très rapide, je suis vraiment très contente qu'on puisse aborder ce sujet parce qu'en fait, vous verrez, nos intervenants ont déjà commencé à échanger. Donc, je pense qu'on va tous apprendre beaucoup, même si on en est vraiment qu'aux prémices parce qu'on n'en est pas à l'application qui aura lieu au 1er janvier 2023. Merci. Donc cette table ronde s'articulera en deux parties. Une première partie avec une explication des origines de la SHSCT et ensuite une comparaison des deux décrets. Et une seconde partie avec un retour d'expérience du secteur privé. Donc Madame Marie-Agnès Després, je vous laisse la parole pour introduire en 5 minutes le contexte et la problématique à laquelle nous allons répondre. Oui, donc je crois que ça a déjà été évoqué. Donc effectivement, depuis la loi travail de 2017 et notamment les ordonnances, il y a une instance unique de concertation, de représentation du personnel dans les entreprises. Donc la fusion des représentants du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT, qui a créé une nouvelle instance, le comité social et économique, le CSE. Dans la continuité de cette réforme, on a eu la loi de la transformation publique qui prévoit la suppression des CHSCT et des CT et qui sont ainsi remplacés par les comités sociaux d'administration, les CSA et des formations spécialisées en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, cette réforme sera effective en janvier 2023 dans nos établissements et ministères. Mais il faut bien garder à l'esprit que les travaux dans nos instances doivent se poursuivre d'ici à cette application. Il y a aussi des dispositions transitoires qui s'appliquent en fait depuis. Donc on a le décret du 20 novembre 2020 concernant les CSA. Donc depuis le 22 novembre, les CT sont seuls compétents pour examiner l'ensemble des questions afférentes au projet de réorganisation de services. Les CT et CHSCT peuvent être réunis conjointement pour l'examen de questions communes. Et alors, l'avis de cette formation conjointe se substitue à ceux du CT et du CHSCT. Enfin, les comités techniques sont compétents pour donner un avis sur les lignes directrices de gestion et sur le plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, entre autres. Donc nous souhaitons... alors, on n'aura pas forcément des réponses définitives. Cependant, il est vraiment temps de se poser les questions et d'étudier le décret, les implications futures pour nos collègues sur le terrain. Pour cela, avant tout, il nous semble important de savoir de quoi on parle, c'est-à-dire l'instance, son organisation, sa composition. Et pour le coup, je passe la parole à nos collègues conseillers de prévention, mais plus précisément, Alban. Bah oui, je passe la parole à l'ensemble des collègues du public afin de présenter... Donc je vais intervenir en tant que président de GPSUP. Donc comme je vous disais, notre association a plus de 25 ans. En 2005, on avait fait un colloque. On fait deux colloques par an. En 2005, on avait fait un colloque.
le titre du colloque, c'était « Comment dynamiser son CHS ». À l'époque, on était dans les CHS, on ne parlait pas encore de conditions de travail. Et on avait un peu du mal à faire vivre ces instances parce qu'on n'arrivait pas à avoir le quorum, les représentants des personnels n'étaient pas forcément très motivés à intervenir. Et puis il y a eu le CT qui a été rajouté, CHS-CT, conditions de travail. Et en 2015, 10 ans après, au même endroit, c'était à l'Université de La Rochelle, on a fait un nouveau colloque. Et ce colloque-là, on l'a appelé « Comment désamorcer son CHS-CT ». Donc vous voyez un peu l'évolution de cette instance. Et soudainement, quand on a rajouté CT, conditions de travail, là, on a eu beaucoup plus d'intérêt. Donc plus d'intérêt de la part des représentants des personnels et automatiquement plus d'intérêt de la part de nos directions. Et parce que justement, il y a des enjeux qui sont arrivés sur les conditions de travail, ressources humaines, organisation. Et on ne parlait plus uniquement de risques chimiques, de risques incendie, d'accidents du travail, etc. Donc la première transformation de CHS en CHSCT a été très intéressante d'un point de vue dynamisation de cette instance. Cette instance, elle a vraiment pris une importance plus conséquente. Et la dérive peut-être de cette transformation, et qui revient également là dans le cadre de la disparition des CHSCT au profit des CSA avec une formation santé sécurité au travail, c'est qu'on se rapproche de plus en plus de la partie ressources humaines. Nous, on le voit, on est plusieurs à être en poste en tant que conseiller de prévention depuis une vingtaine d'années. La fonction de conseiller de prévention a toujours été problématique dans l'organigramme. Les présidents d'établissement avaient du mal à nous mettre dans un organigramme, ils voulaient nous mettre dans une case, sauf qu'on a des fonctions transversales. La sécurité, la santé sécurité au travail, il n'y a rien de plus transversal. Et autant il y a 20 ans, on voulait absolument rattacher les services prévention des risques aux services techniques immobiliers, aux directions du patrimoine, autant maintenant, on a de plus en plus de collègues qui ont un peu de pression pour être rattachés aux directions des ressources humaines. Donc on voit un peu cette évolution, cette tendance. D'un côté, c'est positif parce qu'il y a beaucoup plus d'importance accordée à ces comités. D'un autre côté, on parle de plus en plus de risques psychosociaux. C'est devenu, on va dire, 80% du temps d'échange des réunions du CHSCT. Et notre crainte de conseiller de prévention, c'est qu'à côté, tous les autres risques ils continuent à exister. Il ne faut pas non plus les négliger. Donc voilà un petit peu sur l'évolution de cette instance au fil de l'histoire. Est-ce que M. Barbier ou M. Olivier souhaitent ajouter quelque chose ? Non, je rejoins les propos de Vincent, et on pourrait faire une explication un petit peu transversale également. C'est qu'on a eu à peu près la même évolution dans la fonction publique territoriale, où lorsque la mise en place des conseillers de prévention s'est faite, voire s'est accélérée, l'immense majorité des conseillers de prévention étaient rattachés à la direction des ressources humaines. Et donc l'activité technique a été mise au second plan pour, comme le disait Vincent, plutôt orienter la fonction de conseiller de prévention sur une relation à l'agent, qu'il soit territorial ou d'établissement enseignement supérieur, et avec la crainte et le risque que... c'est un peu trivial, la bonne vieille sécurité sèche qu'on nous a vendue au tout début des années 2000 avec les grands plans de financement, les grands plans de rénovation, incendie de nos différents bâtiments, qui étaient certes portés par les services techniques, mais avec les compétences que les conseillers de prévention pouvaient apporter. Et cette sécurité sèche a laissé la place, certains diront maintenant que c'est fait, passons à autre chose, à une dimension beaucoup plus humaine. Les risques psychosociaux, les violences sexuelles et sexistes, l'égalité femmes-hommes, ce sont des thématiques qui sont en pleine émergence et auxquelles tous les conseillers de prévention désormais sont associés, beaucoup plus spontanément qu'ils n'auraient pu l'être il y a encore 15 ans. D'accord. Monsieur Olivier, vous... Oui, tout à fait. Je rejoins Vincent et mes collègues aussi, et Hugues, pour dire que le CHS justement avait évolué sur cette vingtaine d'années. D'abord 10 ans plutôt, comme le disait Vincent, plutôt molle, et ensuite une dynamique très forte à partir de 2011. C'est vrai qu'il y avait quand même une révolution assez importante. C'est-à-dire que les CHS on va dire jusqu'en 2011, il y avait quand même un rapport de force qui était... l'administration était fortement représentée par rapport au représentant de personnel. C'était à peu près quasiment identique, un petit peu plus pour le représentant de personnel, mais finalement, il y avait quasiment un statu quo. Ce qui fait que c'était peut-être assez compliqué de poser, de faire du débat
Or, en 2011, le gros changement, et là, ça a été vraiment une révolution, ça a été les représentants personnels se sont retrouvés en très grande majorité face à une personne, voire 2 personnes. Et tout de suite, les sujets ont pu être vite lancés. Et c'est vrai que c'est rentré... alors, le problème, c'est que conditions de travail a été trop vite transformé en risques psychosociaux. Mais dans les conditions de travail, il n'y a pas que les risques psychosociaux, mais ça a été très très vite phagocyté par cette thématique-là. Alors c'était très important que les risques psychosociaux soient enfin pris en compte à leur juste valeur. Mais c'est vrai que là pour le coup, Jean-Vincent, c'est notre principal risque que on travaille régulièrement, quoi, à ce jour. D'accord. Donc il y a des réelles répercussions sur... quelles sont-elles ? Enfin, concrètement, vous avez des exemples en fait, pour nous illustrer ce que je rejoins Vincent, c'est que là, pour le coup, les CHSCT tels qu'ils sont actuellement prennent, pour le coup, paradoxalement, on est passé d'un endroit où on voulait qu'il y ait un peu plus de travail des RP, pour nous, même pour nous aider, les conseils de prévention, à avoir aussi du soutien sur le terrain pour nous aider à avancer dans nos missions. Là, ça va peut-être un petit peu trop loin et on se retrouve finalement... un petit peu, on fait beaucoup de CHSCT et parfois c'est peut-être un peu trop là. Il faudrait peut-être trouver un juste milieu de mon point de vue. Voilà, je dis. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose ? Ouais, juste pour dire on ne va rien vous apprendre. Hein. Il y a autant de fonctionnement d'instances qu'à l'établissement d'enseignement supérieur. Il y en a avec lesquels le lieu, la tenue d'une réunion de CHSCT est l'occasion de revendications, de prise de position ferme, d'affirmation d'une volonté syndicale forte. Et puis il y a d'autres établissements dans lesquels les choses se passent de manière beaucoup plus coulée, où on a une direction d'université qui associe sincèrement les organisations représentant les personnels à leurs projets, tiennent compte de leur avis et travaillent de concert. Alors, je ne dis pas que c'est rose chez moi et noir chez un autre, c'est juste pour vous dire qu'il y a autant de fonctionnement qu'il y a d'établissements, et qu'il peut même y avoir autant de fonctionnement qu'il y a de direction d'établissement à un instant donné. Parce qu'on peut avoir, je ne vous apprends rien, un président qui va avoir une ligne très ferme sur telle thématique, et son successeur qui aura une autre vision des choses, et qui va être beaucoup plus associatif dans sa vision, dans la mise en œuvre de sa politique, que son prédécesseur. Donc il peut y avoir de très très grandes fluctuations en matière de fonctionnement dans les établissements. Je vous invite à garder le micro. Comme ça, vous pourrez nous faire la comparaison entre les textes réglementaires du décret du 28 mai 1982 et celui du 20 novembre 2020. Alors, je vais peut-être... Je vais débuter sur cette partie et ensuite ils pourront compléter sur des focus peut-être plus par rapport à des éléments clés. Donc pour recadrer un petit peu les choses, donc on a le décret du 28 mai 82 qui est conservé pour partie, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont modifiées, d'autres qui sont abrogées. C'est notamment celle qui concerne le fonctionnement des CHSCT. Et cette partie-là, finalement, est remplacée, ainsi que d'autres dispositions qui sont comprises dedans, par le décret du 20 novembre 2020, qui concerne les CSA et les formations spécialisées. Donc pour vous permettre d'y voir un peu plus clair avant que nos intervenants continuent leurs échanges, on a ce décret de 82 qui comporte 4 titres. Et donc suite au décret de 2020, il y a des conséquences sur celui-ci. Donc le titre premier qui concerne les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'au contrôle de leur application est conservé à l'exception de 2 articles qui sont abrogés. Qui concernent les dangers graves et imminents et les registres spéciaux. Mais ces éléments sont retrouvés quasiment à l'identique dans le nouveau décret. Ça fera partie des focus qui seront faits après. Le titre premier bis qui concerne l'exécution de travaux dits réglementés par des jeunes de moins de 15 ans et de moins de 18 ans en situation de formation professionnelle est conservé en totalité. Le titre numéro 2 qui concerne la formation en matière d'hygiène et de sécurité comporte 2 articles abrogés. Et ce sont ceux relatifs à la formation des représentants du personnel et au congé pour formation en matière hygiène, sécurité, conditions de travail, mais qui sont également retrouvés quasiment à l'identique. Ainsi, on va conserver les 5 jours, dont 2 jours pour congé de formation
hygiène, sécurité, conditions de travail, selon les mêmes conditions. Par contre, en 2023, tous les représentants du personnel membres des CSA et ne siégeant pas en formation spécialisée auront la même formation de 3 jours que les membres de cette dernière, de la formation spécialisée donc. De plus, cette formation sera conjointe pour tout ou partie avec les représentants de l'administration. Concernant le titre 3 de la médecine de prévention, il est conservé en totalité. Le titre 4 relatif au CHSCT est donc abrogé en totalité. Et ce sont les dispositions du décret du 20 novembre 2020 qui remplacent ce titre, en fait. Voilà pour un premier point. Alors oui, du coup, on a une question qui concerne le nombre de réunions annuelles. L'article 80, le décret de 82. Est-ce que vous pensez, l'ensemble des intervenants, que ce décret sera maintenu à terme parce qu'on a vu qu'il y a eu des discussions lorsque celui de mai 2020 concernant la médecine de prévention, à un moment il a été question peut-être de le sortir, de sortir ce titre du décret de 82. Là, il est fortement modifié. Quel est votre avis sur la question? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou au contraire, tout va être conservé? Merci. Pour ma part, je vois mal pourquoi ce décret disparaîtrait du jour au lendemain, puisqu'il est quand même... ce qui relevait du CHSCT n'était qu'une seule partie de ce décret. Il y a des choses très importantes dans ce décret, notamment le fait que l'organisation des établissements relevant de la fonction publique d'État prévoit des conseillers de prévention et des assistants de prévention. Il y a toute une organisation de la prévention qui est mise en place, sans parler uniquement du CHSCT ou de la médecine des préventions. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a la chance, nous, en tant que conseillers de prévention, d'avoir une fonction qui est définie par un texte réglementaire, avec un rattachement. On est rattaché auprès du chef de service auprès duquel on exerce nos fonctions et du service pour lequel on exerce nos fonctions. Et donc ça, c'est des points sur lesquels on est très attentifs, justement, et qui nous a permis, grâce à ce texte aussi, et grâce à l'appui de l'inspection santé et sécurité au travail, de ne pas être rattaché à des services internes à nos établissements, mais de bien être rattaché directement au chef d'établissement. Moi, j'ai toujours dit qu'en tant que conseiller de prévention, le jour où le président de mon université me rattachera à la direction des ressources humaines, par exemple, eh bien, je deviendrai le conseiller de prévention des personnels de la direction des ressources humaines. Voilà, conformément au règlement. Donc, je vois mal pourquoi ce décret devrait disparaître. Et au contraire, je le trouve vraiment très important. Après que la partie CHSCT disparaisse parce qu'un autre décret le prévoit, ça ne me pose aucun problème. De même, ça n'a pas été le cas, mais il avait été question à un moment donné que la partie relative à la médecine de prévention disparaisse également, puisque on se rapproche de plus en plus de ce qui est indiqué dans le Code du travail avec la médecine du travail. D'ailleurs, depuis peu de temps, on ne doit plus appeler nos médecins médecins de prévention, mais nos médecins sont à appeler médecins du travail. Oui, ajouter quelque chose? Je dirais que oui, ce décret est fondateur de la prévention des risques au sein de la fonction publique d'État, et donc je pense qu'il ne peut pas être abrogé. Il peut éventuellement être modifié pour faire rappel, pour justement faire référence à ce décret de 2020. Mais voilà, il donne toutes les bases de la prévention en se référant à la partie 4 du Code du travail sur l'ensemble des risques qu'il faut prévenir. Donc il est vraiment très structurant, très fondateur, et je le vois mal disparaître parce qu'il faudrait quasiment réécrire un décret quasiment identique pour reprendre tout ce qu'il y a reprendre tout ce qu'il y a déjà dedans. D'autant plus que le décret de 2020 cite explicitement des dispositions qui apparaissent dans le décret. Et il ne cite pas seulement les dispositions, il cite les articles du décret. Ce qui veut dire que de fait, on ne peut pas abroger le décret parce qu'on abrogerait les dispositions auxquelles d'autres textes se réfèrent. Et le décret de 2020, s'il avait envisagé la disparition du décret de 82, n'aurait pas fait référence au décret de 82, mais aurait repris le contenu de l'article. Or là, l'article, le contenu n'est pas repris, il y est carrément fait référence. Vous avez une question, Madame Mounia Nessa? Peut-être faire une remarque, en fait, pour être bien vigilant, pour distinguer la fonction de prévention, c'est-à-dire au plan réglementaire, puisqu'elle est structurée, il n'y a pas de modification. Par contre, ce qui va être fondamental, à mon sens, en tant que cabinet extérieur,
c'est plutôt de dire finalement quid d'une politique volontariste en matière de prévention et quel impact de la mise en place finalement des formations spécialisées sur les moyens relatifs à la prévention. Parce que là où il faut être vigilant, c'est que bien sûr qu'il y a des préventeurs et la fonction de prévention existe, mais que ce que cherche, ce que visait en tous les cas le CHSCT, et de la même manière que le CSA ou la formation spécialisée, c'est faire valoir les enjeux santé, sécurité, conditions de travail. Donc ça va bien au-delà de la personnalisation des acteurs de prévention dans les établissements, les structures. Donc là, la question, c'est finalement le décret, certes, il ne modifie en rien réglementairement la fonction de prévention, mais je pense que les élus, il faudra être très vigilants dans le cadre des négociations, parce qu'en fait, là où il y a flou, c'est une opportunité de négocier et de pouvoir, avec les autres organisations syndicales, d'aller vers quelque chose qui colle au plus près des besoins dans lesquels vous exercez ce rôle. On est d'accord ? Donc là, pour moi, ça c'est fondamental d'être très vigilant sur les moyens, œuvrer pour que justement la fonction de prévention puisse avoir des moyens humains. Parce que si vous avez beaucoup de formations spécialisées, et ça fera autant de besoins de préventeurs sur les périmètres en question. Donc le risque, c'est c'est qu'on évolue, on effectue cette transformation à ISO sans remettre en question ou sans réinterroger le nombre de préventeurs. C'est un vrai sujet, ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, ça c'est un point de vigilance d'extérieur en fait, parce que juste je voulais faire une petite parenthèse quand même, c'est que là même si on est dans la fonction publique d'État, si globalement l'idée de tout ça c'est quand même il y a une suppression quand même de l'instance partout, public et privé, du CHSCT, donc c'est pas mineur, ça veut dire que dans les formulations on fait disparaître la notion d'hygiène, santé, conditions de travail, et cette notion finalement elle disparaît dans l'intitulé des instances, mais elle est maintenue dans le cadre du Code du travail. Et ça aussi, c'est plutôt positif. C'est que même s'il y a une forme de tentative comme ça de faire disparaître des notions clés, au final, quand on regarde le Code du travail, il n'est pas modifié quant aux obligations en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut quand même commencer à lire ces choses. Ça me paraît important. Monsieur Conrad, je voulais juste rajouter, un point sur le décret de 82 453, et une raison de plus pour qu'il ne disparaisse pas. C'est un des premiers articles de ce décret qui dit quelque chose de fondamental, c'est que le chef de service est responsable de la santé et de la sécurité des agents placés sous son autorité. Et ça, c'est vraiment le point phare de ce décret. Et c'est sur cette base-là qu'on peut aussi rappeler à nos chefs de service que, quelle que soit l'organisation, les CSA, les CHSCT, ça ne changera jamais. Et que les CHSCT actuels et les futures formations santé, sécurité, ce sont des outils qui vont permettre aux chefs de service d'assumer cette responsabilité. Je vous remercie. Il y avait une autre question par rapport à l'article 63. Madame Després, je vous laisse. Alors, je souhaiterais peut-être d'abord me servir d'un article du décret de 82 pour introduire plus précisément le décret du 20 novembre 2020. On a l'article 48 qui sera donc abrogé, le décret du 28 mai 82, et qui peut être lu comme qui doit être lu comme le lien entre les deux décrets, car il traite des imbrications entre les instances comités techniques et CHSCT. Je ne sais pas si je vous en fais la lecture, je vais peut-être vous épargner cela, mais voilà. Du coup, enfin voilà, ça explique, pour vous rassurer. Ça ne vient, enfin voilà, il y a vraiment des fondements à ces évolutions, et comme on dit nos intervenants, le décret de 82 perdure, donc il y a, voilà, il faut être assuré, on va pouvoir continuer à travailler, on va pouvoir continuer à protéger la santé de nos collègues. Alors, concernant le décret de 2020, il y a tout de même des différences, notamment
le seuil de création de l'instance formation spécialisée, qui était pour le CHSCT fixé à 50 agents minimum et qui passe à 200 agents. Cependant, ce décret permet la possibilité d'instaurer des formations spécialisées de sites et de services. Et dans ce cas, on peut passer en deçà du seuil des 200 agents. Voilà. On le voit notamment parce que par rapport au nombre de représentants du personnel, il est bien indiqué qu'en deçà du seuil de 200 agents, on a un nombre de représentants du personnel. Donc ça fait bien le lien entre les deux éléments, d'autant plus qu'un article de la loi de 84 y fait référence. On a également le mode de désignation des représentants du personnel qui évolue. En gros, aujourd'hui, on peut désigner les représentants du personnel qui vont siéger en CHSCT. À l'avenir, en fait, ce sera la moitié seulement qu'on pourra désigner. L'autre moitié, les titulaires, seront issus du CSA. Voilà. Donc on aura quelque part moins, pour 2 instances, moins de représentants, mais qui devront monter en compétences. Voilà. Je cède la parole, du coup, pour les questions, peut-être aux intervenants, pour faire des focus sur les articles et les missions spécifiques. Oui, bien sûr. Oui. Enfin, alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de ce décret, mais quelle similitude avec ce que nous avons vécu quand même. Alors, les seuils, nous, on est passé de 50 à 300. Tous les élus maintenant de la C2SCT viennent du CSE. Avant, c'était une élection, ce que j'appelle des grands électeurs, des délégués du personnel élus au CE. Vous voyez, donc, il y a des vraies similitudes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe dans le privé, il y a quasiment une transposition avec ce qui va vous arriver. Alors, avec quelques modifications, la preuve, la moitié des élus, etc. Mais les mêmes questions que tu as posées, nous les avons eues. Est-ce qu'on peut à la fois être élu au CSE et avoir un rôle économique extrêmement fort, et aussi avoir un rôle extrêmement fort sur la santé et les conditions de travail? Est-ce que nous étions capables de répondre à l'ensemble de ces missions sur un même homme, entre guillemets, ou une même femme? Alors, je ne vais pas dévoiler, je vous le dirai peut-être tout à l'heure, mais ces questions-là, on les a eues. Voilà. On commence un peu à avoir quelques réponses, mais là encore, ça dépend effectivement des employeurs, ça dépend des instances. Mais la nature ayant horreur du vide, on n'a pas laissé tomber les collègues en matière de santé et d'hygiène au travail. Même si ça avait été une volonté forte politique, si c'était ça, ça n'a pas marché. Voilà, je vous en dirai peut-être plus tout à l'heure, mais déjà à ce niveau-là, voilà, je veux dire, je vois bien effectivement le parallélisme des formes. Bon, on voit bien qu'il y a une volonté forte de rapprocher le plus possible la fonction publique du privé, et que c'est aussi par ce biais-là, en disant, écoutez, finalement, on a fait ça dans le privé, eh bien, on va vous l'appliquer aussi à vous, les agents de la fonction publique. Alors, à titre personnel, je me permets d'apporter un élément de réponse. La réponse à cette question, moi, c'est un peu oui, parce que la simple lecture, et là je vais répéter ce que Marie-Agnès a dit, les membres titulaires de la formation spécialisée seront issus des membres titulaires et suppléants du CSA. Ce qui veut donc dire qu'il y aura la moitié des gens qui siégeront en CSA et en formation spécialisée. Et ils devront donc avoir les compétences pour travailler sur les prérogatives qui sont centrées sur le CSA et sur les prérogatives définies qui relèveront de la formation spécialisée. Donc il y aura une double casquette pour certains. Du moins, l'obligation d'avoir un regard plus expert sur les questions traitant de la prévention des risques, de l'hygiène et de la sécurité des conditions de travail, en plus d'une vision peut-être plus administrative, peut-être plus tournée vers les instances que le CSA devra avoir. C'est un peu finalement un pas sur ce qu'on appelle la sécurité intégrée.
Avant, il y avait une activité et puis il y avait ceux qui s'occupaient de la sécurité qui venaient voir ce qui se passait dans l'activité. Là, maintenant, c'est la même personne qui va travailler sur des projets de réorganisation de services, mais qui va avoir le regard santé-sécurité au travail. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Après, ça résout peut-être aussi un autre problème dans les établissements, notamment les établissements de taille petite ou moyenne. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos établissements, mais dans mon établissement à Reims, par exemple, on a déjà à peu près 60-70% des représentants des personnels qui siègent au CT et au CHSCT. Parce que, faute de combattants, il y a aussi des difficultés à trouver des volontaires qui veulent bien prendre du temps pour siéger dans ces différentes instances. Donc ça va peut-être aussi permettre de résoudre ce problème-là. Mais le côté positif, je dirais, c'est qu'on va avoir des représentants des personnels multicasquettes, entre guillemets, et qui vont pouvoir faire le lien entre des questions relevant des ressources humaines, de l'organisation, et les questions propres à la santé et sécurité au travail. Oui, Madame Nessa. Juste une petite remarque. Donc, je partage ce qui vient d'être dit sur le fait que finalement, on va avoir des représentants du personnel avec une très, très grande responsabilité. Ça, c'est clair, parce qu'il y a la question de la maîtrise des sujets. Et surtout, ça va être très dépendant du terrain dans lequel cette transformation, elle se fait. Si vous étiez dans des dialogues, j'allais dire, au niveau des instances qui étaient plutôt favorables, un dialogue plutôt favorable, c'est pas forcément un dialogue où il n'y a pas de contradiction. Un dialogue social favorable, ça veut dire que les documents sont transmis suffisamment en amont aux élus pour qu'ils puissent les étudier, etc., etc. Donc le problème de cette architecture, c'est clair qu'il y a une hyper-concentration des sujets sur les représentants du personnel, et ça vaut aussi bien pour le public que sur le privé, sachant que tous les représentants du personnel n'ont pas forcément les mêmes attributions. Certains vont être complètement détachés, d'autres non. Et en fait, ce qui va être vraiment déterminant, c'est en fait, il faut comprendre que ça redistribue complètement les cartes, en fait. Et qu'en fait, ce qu'on peut présager un petit peu, c'est que selon les situations, vous pourriez quand même vous retrouver assez rapidement dépassé, j'allais dire, en termes de gestion des urgences, et gestion des priorités, et gestion des questions régulières. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, donc l'opportunité clairement de cette nouvelle architecture de dialogue social, clairement, ça va nécessairement obliger les représentants du personnel, quelle que soit l'orientation syndicale, et là pour le coup, à avoir déployé des vraies stratégies d'organisation. Et ça va être implacable parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que vous allez en plus couvrir, j'allais dire, les collègues qui ont un statut de droit privé. Vous voyez ce que je veux dire, qui vont avoir des contrats de droit privé. Donc, vous voyez, donc ça va nécessairement vous obliger à connaître les deux cadres réglementaires, ou du moins trouver les appuis nécessaires pour pouvoir avoir les actions adaptées. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, c'est pas négatif en soi, mais c'est bien d'être un peu informé en amont que ça, c'est un vrai changement. Monsieur Corda, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Je vais juste dire qu'il fallait... la communication auprès de l'ensemble des personnels, de nos personnels, va être primordiale, parce que déjà, à notre niveau, ça va être déjà compliqué de bien structurer, de bien s'y retrouver. Je pense que l'accompagnement et la communication de toute cette transformation auprès de l'ensemble de nos personnels va être essentiel, parce que si on n'a pas cette base qui est au courant de comment ça fonctionne, comment c'est structuré, ça risque d'être vite perdu, quoi. Bon, non, mais donc, simplement, la parole et je la donnerai ensuite après. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit sur la santé intégrée, etc., la sécurité intégrée. Par le passé, dans le privé, quand vous aviez une grosse réorganisation, avec des licenciements à la clé, le CE s'occupait des problèmes économiques, du plan de sauvegarde de l'emploi, de l'accompagnement des salariés, et bien souvent, le CHSCT s'occupait des conditions de travail, mais des conditions de travail des gens qui vont rester, parce que quand on fait une grande réorganisation,
on pense à ceux qui partent, et heureusement, mais il faut aussi penser après à ceux qui restent, la charge de travail, etc., et la façon dont va fonctionner l'entreprise ou le service. Il est arrivé par le passé que des membres du CHSCT, pourtant dans la même organisation syndicale, donnent un avis alors que le CE ne voulait pas donner d'avis. Et là, vous vous retrouvez bien embêté face à une direction. Alors je peux vous dire, ça m'est arrivé à moi. Ultra majoritaire dans mon entreprise, gros plan de sauvegarde de l'emploi. Je dis au secrétaire du CHSCT qui était de l'UNSA, je dis surtout tu ne donnes pas d'avis, parce qu'on n'a pas les garanties aujourd'hui nécessaires pour ceux qui restent et pour ceux qui s'en vont. Pression de l'employeur tellement forte, il a donné un avis. Et quand il est sorti de la réunion, aujourd'hui, ça ne sera plus possible. Parce qu'on est les mêmes. Et donc, du coup, ça peut être un point extrêmement positif. Parce que ça veut dire que l'employeur, par exemple, il ne peut plus jouer en disant « prérogative du CHSCT ». Donc, on n'en parle pas. Ah ouais, mais comme on est les mêmes, écoutez, on va en parler en formation spécialisée. Et donc, du coup, ça peut être un sacré atout, des fois, pour faire avancer les dossiers. Parce qu'on a la même casquette, donc on peut la changer. Hein. Je suis effectivement en CSE aujourd'hui, demain, je serai en commission, t'inquiète pas, j'aurai reposé la question. Et donc, on va avancer. Donc, c'est pour ça que ça peut être très intéressant, cette vision globalisante, qui permet peut-être, et qui permet vraiment de peut-être mieux accompagner les salariés sur tout ce qui est conditions de travail, organisation du travail, conditions de travail, etc., etc. Et cette vision-là, du coup, cette non-segmentation, alors je ne suis pas sûr que le gouvernement souhaitait ça, hein, mais finalement, eh bien, tel est pris qui est pris dans le piège, quoi. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que ça arrange finalement les employeurs. Et on a remarqué aussi, nous, dans certains endroits, que finalement, on a été très inquiets, nous, dans le privé. Quand c'est arrivé, je peux vous dire très, très inquiets. Avec des fortes remontées du terrain sur le thème disparition du CHSCT, c'est la fin du monde. Et bien finalement, comme je dis, la nature a horreur du vide. Et il n'y a pas, pour ceux qui me concernent, de remontée extrêmement négative aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, nos élus se sont emparés de ce dossier. Alors je vous donne un exemple. La Banque Populaire, par exemple, a décidé de maintenir les mêmes choses. C'est-à-dire que dit, écoutez, les missions sont les mêmes, on se débrouille, etc. Mais on ne change pas les méthodes. Vous avez, dans d'autres endroits, on me dit, eh bien, de toute façon, c'est simple. Quand la C2SCT nous dit, on estime qu'il faut nommer un expert, comme on est les mêmes, on dit, on vote un expert. Alors après, je ne parle pas du problème du financement, parce que là, on nous a raboté de l'argent, etc., etc. Voilà. Mais, vous voyez, donc, ça peut, si on se débrouille bien, être peut-être assez positif. Voilà, donc ça, je pense qu'il faut qu'on en ait peut-être un peu conscience. Monsieur Koumbemba, il me semble que vous aviez quelque chose à ajouter. Après, je vous donnerai la parole, monsieur Olivier. Quand on a créé le CSE, donc moi je parle du privé, voilà, il y a une promesse derrière, c'est de lier économie et social. Donc ce que j'entends, c'est que cette promesse est là à peu près au rendez-vous. Ce qui est bien aussi, c'est d'améliorer le dialogue social. Parce que vous l'avez dit, certains CSE s'occupaient de l'économie, ceux du CHSCT plutôt des conditions de travail. Et quand on invite les salariés dans les entreprises à s'occuper de stratégie, d'économie, souvent ils disent que ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de l'employeur. Donc là, on voit très bien, si l'employeur joue le jeu, dans le cadre du CSE, s'il met tout carte sur table et qu'il est transparent avec les élus, on peut dire que la fabrication du CSE aura tenu ses promesses. Mais il y a des conditions derrière quand même. Monsieur Olivier ? Oui, je veux dire qu'il faut être vigilant, parce que si tout repose sur les mêmes personnes qui finalement ne font plus que ça, elles perdent un petit peu le côté terrain. Moi, ce que j'aimais beaucoup chez mes enfants de personnel, c'est qu'ils viennent du terrain, ils sont dans le terrain. Donc, quand ils viennent apporter un problème en CHSCT, c'est que c'est quelque chose qu'ils ont connu ou qu'ils voient et qui, même par rapport à nous, les conseils de prévention, parfois, c'est vrai qu'on est un peu aussi dans le tour d'ivoire, on voit, et c'est vrai que c'est important d'avoir ce côté terrain. Donc, si on a malheureusement une prise de compétences très élevée de certaines personnes qui finalement ne vont plus faire que ça, on pourrait perdre ce côté terrain. Si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à prendre le micro. D'accord. Voilà, je vais profiter de cette transition. D'accord.
qu'on soit vigilant il faut qu'on compare ce qui est comparable également, parce que les enjeux dans la fonction publique d'État, on le sait, hein, il y a quand même des formes de précarisation, etc. Donc l'avantage, s'il y en a un, de pouvoir démultiplier finalement, puisqu'on va vers 2 instances, c'est quand même, c'est pas tout à fait la même chose que dans le privé, hein. Là, on vous offre la possibilité d'avoir 2 instances, c'est-à-dire le CSA plus la formation spécialisée, ce sont 2 instances, donc 2 instances, et non pas une instance et une commission ou des commissions comme il en existe dans le privé. Là, on crée une architecture spéciale. Donc, de prime abord, ça peut paraître... il y a une vraie complexité, c'est sûr, parce que les modalités d'interaction entre les deux, elles vont être déterminantes pour aller vers des actions globales, collectives. Et donc là, c'est vrai qu'un des enjeux quand même sur vos environnements de travail, c'est au-delà des conditions de travail, il y a des conditions de travail, d'emploi et de métier. L'emploi et le métier, ce sont 2 choses complémentaires. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est ce qui signifie qu'il y a un vrai enjeu d'organisation, de formalisation, de préparation. Donc, tant mieux s'il y a des personnes qui sont détachées à 100% et qui arrivent à parvenir à faire tout ce boulot, parce qu'il y a un grand travail de traçabilité à faire. Vous savez, les instances sont des instances réglementaires. Si les représentants du personnel, et ça ne change rien par rapport à avant, si les représentants du personnel, quelles que soient les organisations syndicales, ne sont pas aguerris, j'allais dire, aux réflexes qu'il faut avoir pour formaliser, pour faire un bon ordre du jour, pour avoir tout ce qui permet vraiment de tracer les choses, et ben, j'allais dire, ça peut être une grosse difficulté dans la mouture à venir. Vous voyez ? Je vous remercie. Monsieur Conrad, vous souhaitez ajouter quelque chose ou... Oui, je partage tout à fait ce point de vue. On a vraiment, finalement, à la marge, c'est qu'une question de changement de nom. Les CT deviennent CSA, les CHSCT deviennent des formations spécialisées. Puisqu'effectivement, ce sont bien 2 instances. C'est quand on a commencé à travailler sur ce texte, on avait en tête, je ne sais pas pourquoi, peut-être le lien par rapport au privé, on avait en tête que tout ce qui se disait en formation spécialisée devait être ensuite validé en CSA. Et on a potassé les textes et on s'est rendu compte que non, que finalement les formations spécialisées avaient toute leur indépendance et qu'une délibération prise en formation spécialisée, il était hors de question qu'un CSA revienne sur cette délibération. Donc au final, à quelques points près, on change juste les noms, mais on ne change pas grand-chose derrière. Si vous regardez le décret du 20 novembre, les visites des formations sécurité, c'est comme les visites du CHSCT. La question des registres, des dangers graves et imminents, le rôle du représentant des personnels, c'est pareil. Les recours à l'expertise, c'est pareil. L'analyse du bilan annuel de prévention, c'est pareil. Finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y en a peut-être une, je ne sais pas si je l'aborde maintenant, mais il y en a peut-être une qui qui est par contre vraiment très, très importante, et là, il faudrait être très vigilant là-dessus. C'est que jusqu'à présent, les CHSCT, le décret prévoyait 3 réunions minimum par an. Et là, il est prévu 1 réunion minimum de la formation spécialisée par an. Alors, c'est minimum. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une réunion minimum. Après, il appartient, et surtout aux représentants des personnels, de faire en sorte, dans leurs établissements, que ce ne soit pas une réunion minimum. Mais c'est vraiment un des points de différence, mais sinon, globalement, c'est un changement dans la continuité, quoi. Et quelles seront les conséquences de ce point de différence pour vous ? Alors, le point de différence, c'est que les présidences d'établissements vont avoir tendance à oublier le mot minimum. Hein? On est tous d'accord. Et je pense que vous, en tant que représentant des personnels, vous savez que 50% des représentants des personnels peuvent exiger qu'une réunion de la formation spécialisée soit faite. Et le chef d'établissement ne peut pas aller à l'encontre de ça. Donc il appartient, je dirais que la balle est dans le camp des représentants des personnels. Si les CHSCT fonctionnent par exemple à 3 ou 4 réunions par an et que c'est un fonctionnement qui est correct, qui marche bien, il faut essayer de négocier peut-être dans le règlement intérieur de votre future instance de maintenir cette fréquence. Parce que le côté de une seule réunion, imaginez, vous avez une réunion qui tombe le 30 janvier. Le 1er février, vous avez quelqu'un qui, dans un registre santé-sécurité au travail, signale un problème de sécurité.
Alors là, au niveau de la célérité de la réaction du CHSCT, il faudra attendre l'année suivante pour que le problème qui a été traité le 1er février de l'année précédente soit abordé en CHSCT. Le CHSCT, on ne peut pas faire quelque chose de dynamique quand on se réunit qu'une seule fois par an. Donc il faut vraiment s'appuyer là-dessus pour essayer de faire en sorte que la fréquence des réunions reste plus normale. Et le minimum de 3, je trouve que c'est un rythme correct. Hein, nous, on a des rendez-vous dans mon CHSCT à Reims, on a des rendez-vous. Nos CHSCT d'automne, c'est là que je présente mon bilan annuel qui est fait sur l'année universitaire. Le CHSCT de printemps, c'est là que le médecin de prévention présente son bilan qui, lui, est fait sur l'année civile. Et le CHSCT d'été, c'est là qu'on a un bilan de la direction du patrimoine sur les projets immobiliers, on a un bilan des groupes de travail, on fait le calendrier des visites, etc. Donc on a un petit peu des rendez-vous récurrents qui pourraient être maintenus dans le cadre des futures formations. Madame Nessa ? Oui, donc là, il faut bien signifier qu'il n'y a aucune modification du recours possible pour les représentants du personnel, que ce soit au niveau de la formation spécialisée ou du CSA, à faire appel ponctuellement à des demandes de CSA extraordinaire ou de formation spécialisée extraordinaire. Ça, c'est un premier point. L'avantage que je vois tel que c'est présenté, ça ouvre quand même le champ des possibles. Pourquoi ? Parce qu'une des critiques qu'on peut faire dans l'organisation des réunions des CHSCT, c'est que parfois il y a une grosse difficulté à avoir des ordres du jour, j'allais dire, maîtrisés. La plupart du temps, ils sont beaucoup trop ambitieux et donc on bazarde des sujets. Donc là, l'avantage, c'est quand même la possibilité, dans le cadre de négociations, de sanctuariser des sujets clés, des sujets phares, d'avoir des réunions peut-être plus nombreuses, mais peut-être plus profondes, j'allais dire, parce que c'est ça, hein, plus profonde et peut-être plus régulière. Donc ça aussi, pourquoi ? Parce que, je veux dire, ce qui est fondamental dans toutes ces histoires, hein, j'allais dire, de transformation, c'est, comme toute transformation, c'est quelle opportunité ça amène, hein, public ou privé, pour vraiment mettre en place des cultures de prévention. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, l'enjeu, il est là, finalement. C'est quelle action possible, hein, dans le cadre de la mise en place vraiment d'actions qui arrivent à faire croiser les enjeux santé et performance. C'est un mot qui est complètement adapté, hein, le terme performance, dans des environnements comme le vôtre où il y a des vrais sujets d'optimisation, de non-remplacement des départs, etc., de rationalisation des effectifs, etc. Donc ça peut quand même donner une dynamique qui ne se verra pas forcément au départ, hein. Il faudra au moins 2 ans. Déjà, au bout d'1 an, il y aura un bilan qui pourra être fait de ces architectures, à charge aux représentants du personnel, hein, de pouvoir vraiment se réunir. Ça ne vous empêche pas de vous réunir entre vous, hein, CSA ou formation spécialisée, pour vraiment définir des actions, des priorités, etc. Oui. Si personne n'a rien à ajouter, alors normalement les questions se font via informatiquement, et après elles reviennent à Madame Després qui ensuite... Non, c'est pas possible, désolée. On verra après s'il reste du temps, mais... Bon, donc nous allons en profiter pour passer... Nous allons passer à la partie 2. Donc nous allons passer à la partie 2 de cette table ronde. Pour cela, je vais donner la parole à Madame Mounira Nessa, qui va nous faire une présentation réglementaire des textes du secteur privé. Donc sur le secteur privé, hein, je vous dis, hein, donc... Bon, il ne s'agit pas ici, j'allais dire, dans cette table ronde, de vous embrouiller un peu l'esprit. Hein. Ça, ce n'est pas l'objectif. Donc, le privé, il peut être, dans notre expérience, il peut être utilisé juste dans ce qui nous paraît un peu comme un point de vigilance qui vous convient parfaitement, j'allais dire. Donc, ce qui est, j'allais dire, similaire, que ce soit sous cette forme de décret ou dans le cadre de décret du privé, il y a la similitude, c'est vraiment la redistribution des cartes, j'allais dire, du dialogue social.
Ça, c'est évident, c'est certain. Donc, il y a une redistribution des cartes. Et plus que jamais, par rapport à l'ancienne architecture qui était CT et CHSCT chez vous, c'est comme dans le privé avec le CE et le CHSCT à l'époque. C'est là, pour le coup, s'il n'y a pas d'organisation entre les organisations syndicales, s'il y a une impréparation des travaux, s'il n'y a pas suffisamment de partage, s'il n'y a pas forcément d'organisation de vos travaux au sein de l'instance, il y a quand même des chances pour que vous ne soyez pas forcément efficient dans ce que vous souhaiteriez mettre en place avec l'employeur. Donc ça, c'est vraiment le point de grande vigilance, la question de l'organisation et de la stratégie d'action des représentants du personnel au sein de votre syndicat et au-delà avec vos autres collègues d'autres syndicats. Ça va être déterminant, vraiment, pour moi, c'est un point majeur. Donc la différence au niveau des textes, pour moi, elle est uniquement... Alors pour avoir fait d'autres fonctions publiques, moi, puisque nous, on forme d'autres de vos collègues dans d'autres fonctions publiques, et là, vous êtes les premiers au sein d'un décret où clairement, il y a 2 instances. Moi, je trouve que c'est positif quand même parce que ça n'a pas l'air comme ça positif de prime abord, mais moi, je pense que c'est une vraie opportunité déjà de faire valoir la dimension locale et de proximité qui pouvait être parfois diluée dans la situation actuelle par ailleurs. Donc là, il y a peut-être un niveau, j'allais dire, plus affiné, j'allais dire en termes d'action, qui pourrait bénéficier aux agents au niveau local. Je pense que c'est positif. Après, les similitudes au niveau du privé, c'est que le code du travail, il ne change absolument pas en fait. Dans la manière dont vous suspendez une séance, dans la manière où vous demandez des séances extraordinaires, dans la manière dont il va être très vigilant, il va falloir être très vigilant dans la constitution du règlement intérieur. Il va y avoir 2 règlements intérieurs. Règlement intérieur du CSA, règlement intérieur de la formation spécialisée. Donc s'il y a un règlement intérieur, c'est pour régler les choses, pour les cadrer. Donc il faudra être plus que jamais très vigilant, j'allais dire, sur ce que vous souhaitez y intégrer. Et n'oubliez pas, donc là, vous pouvez vous appuyer sur vos sections syndicales pour vous donner, j'allais dire, des points de vigilance. Mais ça ne change pas fondamentalement. Donc vraiment, pour moi, le gros point d'interrogation sur votre mouture à vous, c'est les interactions CSA et formation spécialisée. Pour moi, pourquoi ? Parce qu'en fait, le décret, il dit un peu trop rapidement que ce sont les mêmes à droite et à gauche, mais en fait, c'est faux. Parce qu'en fait, selon la configuration géographique des sites et des établissements, vous allez bien voir que vous n'allez pas pouvoir vous démultiplier. Donc à un certain moment, il va falloir intégrer, notamment, je pense, dans l'une des instances, des représentants en plus. Donc, ce qui me fait dire que l'équation un peu rapide qu'on a faite sur le fait qu'un des effets des ordonnances Macron, ça faisait diminuer le nombre de représentants du personnel, autant c'est très visible dans le privé. Je ne suis pas certaine que, vu que la formation spécialisée, ce soit vraiment une instance chez vous, que ça diminue mathématiquement le nombre de représentants du personnel. Et là, pour le coup, vous démarquez complètement du privé. Donc moi, je trouve que c'est favorable. En plus, vous avez des différents domaines dans votre fonction publique d'État. Donc je pense qu'appliquer à certains environnements de travail, ça peut être vraiment une opportunité vraiment de faire valoir le local et la proximité. Oui ? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je vous rejoins. Tout à l'heure, on évoquait la composition de la formation spécialisée. Je vous disais que les membres titulaires seraient issus des titulaires et ou des suppléants du CSA. Reste à occuper judicieusement la fonction de vos suppléants, qui peuvent être, eux, désignés, donc sans aucune étiquette, sans aucune orientation syndicale, et a fortiori, en les obtenant de services, de composantes de laboratoire sur lesquels il peut y avoir des tensions, sur lesquels il peut y avoir des risques bien spécifiques, histoire que la caractéristique très spécifique d'un lieu puisse être rapportée. Et le deuxième point de vigilance, et là je vous rejoins, sur le règlement intérieur, c'est obtenir que les réunions puissent permettre aux titulaires et aux suppléants de participer au débat. Si on a une lecture très stricte du décret de 82, le suppléant ne peut prendre la parole que si le titulaire est absent. Alors, dans mon établissement, on a inséré dans le règlement intérieur qu'on invitait titulaires et suppléants et que ce n'était qu'au moment de prendre part à un vote que le suppléant s'exprimait si le titulaire était absent.
Mais dans tous les cas, on a toujours été assez, entre guillemets, ouvert d'esprit, et toutes les personnes conviées à la réunion pouvaient librement prendre part au débat. Et je vous rejoins, c'est sûrement le point sur lequel il sera, à mon sens, assez facile de se faire entendre, parce que ça peut apporter de la richesse et de la pertinence au débat, et pour lequel tout le monde aura à y gagner. D'accord. Monsieur Corona ? Alors, moi, je voudrais quand même alerter sur le rôle des organisations syndicales, quand même. Moi, il faut être... c'est aux organisations syndicales de siéger dans ces instances, pour moi. Très clairement. Voilà, donc c'est vous qui avez désigné. Voilà. Je vous donne un exemple. À la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, nous sommes 3e. Eh bien, on n'a aucune place dans les commissions. Et oui, parce que c'est un accord dans le règlement intérieur du CSE. Et donc, du coup, comme on est minoritaire, on nous a exclus. Donc, ça sera peut-être comparaison n'est pas raison, mais nous, on se bat, du coup, en disant attention, parce que la composition de la C2SCT, elle se fait par accord. Et donc, il faut être super vigilant, effectivement, sur les suppléants, etc., etc. Dans des endroits où vous ne seriez pas majoritaire, de ne pas se faire avoir, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu différent avec vous, finalement, visiblement. Mais vraiment, c'est les syndicats, quoi. Voilà. Alors, nous les désignons parmi, en fait, le périmètre... qui recouvre en fait l'instance. Hein. C'est bien l'organisation syndicale. Voilà. Et la composition, elle se fait comment par rapport aux organisations syndicales, au pourcentage, tout ça? C'est un pourcentage, voilà. Nous, c'est par accord. Et quand tu n'es pas majoritaire, tu peux te retrouver avec 0 dans le privé. Donc je ne sais pas si dans la fonction, comment ça peut se passer chez vous, mais soyez vigilants sur ça, parce que comme c'est plus cadré dans le code du travail, et qu'effectivement, c'est par accord, voilà, il nous est arrivé, dans certains CSE, de ne plus être présent dans les commissions. Radier, ça s'appelle la démocratie, quoi. Alors, voilà, c'est comme ça. Mais là, donc il faut être... je sais pas si ça... Voilà. Chez nous, c'est... Voilà. Monsieur Conrad, vous souhaitiez intervenir ? Oui, je voulais intervenir par rapport à la composition de ces instances. Il y a un point de vigilance à avoir également, c'est que les CSA peuvent se saisir de questions qui relèvent des formations spécialisées. Et dans ce cas-là, les délibérations prises en CSA prennent le dessus. Et le point très important de vigilance, c'est que dans les CSA, nous, conseillers de prévention, on n'y est pas. Les inspecteurs santé-sécurité du travail n'y sont pas non plus. Ça veut dire que, là, en termes de conseils, nous, on n'aura pas notre mot à dire. Il peut y avoir des délibérations qui sont prises sans même que nous soyons informés. Et alors, là où les représentants des personnels ont un rôle important à jouer, c'est qu'eux peuvent demander à ce que, par rapport à l'ordre du jour, le conseiller de prévention soit invité ou que l'inspecteur santé-sécurité au travail soit invité. Mais il y a une question d'indépendance et d'autonomie de l'inspection, parce que actuellement dans nos CHSCT, l'inspecteur santé-sécurité au travail référent de l'établissement doit être invité, et c'est lui qui décide s'il vient ou s'il ne vient pas, en fonction de l'ordre du jour, en fonction de sa disponibilité. Dans les futurs CSA, l'inspecteur ne viendra que si le président de l'instance ou les représentants des personnels le demandent. Donc c'est un point de vigilance à avoir. Je peux compléter. Oui. Pour compléter exactement, donc là il ne faut pas mettre de côté que déjà effectivement il faut être vigilant pour inviter les inspecteurs. N'oubliez pas que le fait que vous couvriez en même temps des salariés qui n'ont pas un contrat de droit public, ça maintient, j'allais dire, comme ce sont deux instances, ça maintient, j'allais dire, la possibilité d'inviter d'office l'inspecteur du travail sur des questions relatives aux conditions de travail. Alors, en fait, le décret, il faut savoir le lire. Je vais dire, quand il n'y a rien écrit, c'est que souvent c'est ce qui existait, qui préexistait, qui est maintenu. Ou alors, c'est à vous de montrer que vous le savez, parce que après, dans le cadre d'un dialogue social solide, en termes de représentativité, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un refus d'agent de vouloir se présenter ou de siéger.
Donc à un moment donné, il se peut que dans certains environnements, on crée la fonction qu'il y a dans le public, dans le privé, pardon, de référent de proximité. Donc là, il faudra être vigilant pour négocier les heures, etc., etc. Parce que vous ne pouvez pas être à la fois sur le CSA et la formation spécialisée avec un même portefeuille d'heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout ça, il faut être très vigilant sur cette négociation entre organisations syndicales. Ben oui. Il y a même, excusez-moi, vous pourriez intégrer aussi, pour qu'il y ait une cohérence au niveau CSA et formation spécialisée, vous pourriez être vigilant dans le cadre du règlement intérieur à sanctuariser des calendriers de manière à ce que vous puissiez quand même travailler ensemble. Vous voyez, il faut penser à tout ce qui pourrait vous embêter, entre guillemets, dans vos actions. Et ça vaut pour tous les représentants du personnel, en fait. Monsieur Corona, vous avez quelque chose à ajouter? Je vous vois acquiescer. Je suis totalement d'accord, mais peut-être que effectivement, comment effectivement avec la RACT peut-être, parce que bon, moi j'ai dit dans le privé comment nous on voyait les choses, mais moi est-ce que vous avez vous du coup plus de vision parce que vous êtes au cœur du système? Quand même. Donc je sais que vous allez être impacté sur plein il y a la loi de prévention et santé au travail qui vient d'être votée, etc., etc. Et vous, comment vous vivez? Vous avez vécu tout ça? Parce que moi, j'ai plutôt des remontées, comme je vous disais, qui étaient plutôt pas négatives, quoi. Du moins, les négatives, on les entend pas trop pour le moment. Donc, est-ce qu'il y a des Dès qu'on aborde le négatif, il y a ce qu'il faut. Hein. Non, mais nous, on a une petite expérience, un petit retour d'expérience, la mise en place des CSE. Disons que, en conseil, mais ce que vous faites là, c'est très bien, ça va dans ce sens-là, de préparer ce passage-là. Donc, il y a des endroits où on sollicite un accompagnement des partenaires sociaux, donc employeurs et représentants du personnel. C'est un peu notre marque de fabrique. C'est-à-dire que comme on est pour le dialogue social, on est pour l'amélioration des conditions de travail. Donc quand on agit dans les entreprises, on agit pour les deux en fait. Pas pour une partie, mais on essaie de faire évoluer le dialogue social. Oui, donc là où le passage est préparé via des diagnostics, via des formations, pour dire, mais voilà, hier on a fonctionné en CHSCT de telle manière, demain on est dans une nouvelle instance, comment ça va se passer? On tire les leçons de ce qui s'est fait ou pas bien fait hier. Et donc ce diagnostic-là permet de préparer... bon, là où ça n'a pas été fait, on vient quand même via des projets concrets, parce que j'entends l'éloignement du terrain, il faut qu'on ait des représentants de proximité. Le moyen qui nous permet finalement de rapprocher le terrain et les instances, c'est via des projets concrets. Là, la période qu'on a vécue du télétravail, ça a été beaucoup de chantiers sur comment on met en place le télétravail. Et donc là, c'est le CSE qui est en première ligne. Et ça touche à la fois des questions d'organisation du travail, des questions d'emploi, des questions sociales, équilibre vie privée, vie professionnelle. On est bien dans les attributions du CSE. Donc, dans le comité de pilotage, on invite des personnes du CSE, en tout cas au moins président et secrétaire, mais on associe aussi les gens du travail, l'encadrement et les équipes. Donc, le COPIL, c'est un COPIL paritaire, pluridisciplinaire et participatif autant que possible. Si ce n'est pas au niveau du COPIL, on crée en tout cas des groupes de travail qui analysent les situations et qui font remonter au COPIL des propositions de réponse et le COPIL valide ou ancre. Donc voilà une façon, finalement, de faire que ça se passe bien, que la réalité du terrain puisse remonter au niveau du CSE. C'est vraiment dans des projets concrets de transformation où on essaie de mailler dialogue social et dialogue professionnel. Voilà.
Là où ça s'est fait ainsi, ça a bien fonctionné. Ça, c'est quand même un petit retour d'expérience qu'on peut vous partager. Et puis, je ne sais pas, parce que j'ai la parole. Je regarde un peu les notes là que j'avais préparées. Alors, parmi les conditions ou les recommandations pour que ça se passe bien. Donc, je l'ai dit, hein, concevoir un CSE sur mesure, donc suite à un état des lieux, articuler le CSE avec d'autres espaces de dialogue, je viens de le dire, et quelque part, le CSE répond à des promesses de concilier l'économique et le social. Et à travers l'exemple du télétravail, ça le prouve bien. Et finalement, on peut promouvoir les questions de santé au travail en essayant encore une fois d'ancrer les problèmes dans les réalités du travail et en ayant une proximité avec les acteurs du terrain. J'ai noté une petite vigilance à avoir quand même. Et la période qu'on a vécue là du confinement, avec le développement du télétravail, a conduit un peu à l'individualisation du rapport au travail. Donc ça, c'est un point de vigilance à avoir. Du coup, ça rend difficile le fonctionnement de l'instance, mais aussi ça rend difficile la communication des élus avec les salariés. Et là où ça a bien fonctionné, c'est parce qu'il y a de la transparence, parce qu'il y a de l'information partagée, donc la qualité de l'information qui est partagée. Donc, en liant économique et social, quelque part, l'employeur, il dit, bon, je donne l'info. Je considère les élus comme des partenaires. Les partenaires sociaux, ça porte son nom. C'est des partenaires, donc il n'y a pas de secret. Je leur donne l'info, je montre le chemin où on veut aller. Donc je les invite à venir discuter. Ça demande quelque part un effort de la part de l'employeur pour changer de posture, mais aussi, je disais tantôt, un effort à la part des salariés pour venir à cette table. Parce que souvent, hein, ça aussi c'est du vécu, c'est pas notre problème, quoi. Ils se débrouillent avec ça. Donc si on arrive effectivement à avoir de la transparence, de la confiance, une qualité de l'information qui est partagée, bah, ça peut très bien se passer. En tout cas, on a du vécu où ça s'est très très bien passé. Et puis, les enjeux formatifs. C'est clair que, vu on l'a dit, hein, les situations, s'occuper de l'économique, du social, il y a beaucoup de sujets. Ça va très vite avec la diminution des moyens, parce que dans le privé, il y a plutôt une diminution des moyens. Le CCST, ce n'est pas le CHSCT, on est bien d'accord. Donc il faut former les acteurs, les élus, et peut-être demander aux élus de faire confiance au terrain aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc d'avoir des correspondants, des relais locaux, à qui on confie des sujets, voir qu'on peut former aussi. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et donc, quand ça se passe comme ça, ben, j'ai envie de dire que ça peut fonctionner. Mais autrement, tous les constats qu'on a, c'est compliqué. D'accord, je vous remercie. Monsieur Conrad, vous avez une question? Oui, c'était pas plus une remarque ou une proposition. Madame Desprez a précisé en début de table ronde qu'on était dans une phase un peu transitoire où il y avait certains aménagements possibles, et notamment la possibilité de réunir en commun un CHSCT et un CT. Les représentants du personnel peuvent aussi être force de proposition pour demander à la direction de l'établissement une réunion commune sur cette thématique de la mise en place des futurs CSA et des formations spécialisées, et demander à ce qu'un groupe de travail soit mis en place. Il y a eu d'autres par le passé, il y a eu des groupes de travail qui ont bien fonctionné pour les fameuses primes, RIFSEPS, etc. Enfin, nous, dans notre établissement, ça s'est très bien passé. Il y a eu vraiment un travail en confiance. On peut très bien, là on a 1 an devant nous, on peut très bien effectivement proposer qu'il y ait un groupe de travail avec des représentants de la direction des ressources humaines, de la direction, des représentants des personnels, et on travaille ensemble de façon un peu informelle pour qu'à la fin 2022, on soit prêt, effectivement, et puis on a quand même une preuve que ça marche, et on peut, pour
convaincre les directions de nos établissements, s'appuyer sur ce qu'a dit notre collègue de la RACT, dire qu'on a, dans le privé, ça a marché quand ça a fonctionné comme ça. Monsieur Corona. Oui, on n'a pas eu le temps finalement dans le privé globalement de se préparer. Et donc c'est bien ce que vous venez de dire effectivement, qu'on puisse effectivement dans la fonction publique avoir plus de temps pour se transformer et pour être au top. Je pense que c'est la bonne solution. Nous, ça nous est tombé un peu dessus rapidement. Poum. Voilà, donc on y est allé. On a essayé de faire ce qu'on pouvait, bien ou mal, mais voilà. Donc on voit les manques, on voit là où on peut améliorer le système, etc., etc. Donc vous avez cette chance d'avoir ce recul que nous, on est passé devant vous, quoi. Donc il faut se saisir de cette opportunité-là pour justement ne pas tomber dans les écueils qu'on a évoqués. Et donc moi, je vous le dis, vraiment, je pense que vous avez du coup les éléments en main pour que ça fonctionne. Voilà, vous avez les éléments en main pour que, effectivement, vous puissiez concrètement aider vos collègues. Voilà. Nous, on tâtonne encore par moment. Enfin, par exemple, les représentants de proximité ne sont pas obligatoires dans le privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les délégués du personnel, moi à l'époque, je disais que les délégués du personnel, c'était les gens qui s'occupaient des crayons et des gommes. Mais c'est tellement important, les crayons et les gommes, quand on travaille, quand on a besoin de son petit travail, que c'est la personne qui est à côté de son bureau. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc c'est par accord. Et donc on a des problèmes de remontée de terrain. Vous parliez aussi de l'information. Mais c'est le nerf de la guerre. Dans le Code du travail, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de distribuer les tracts si ce n'est à l'extérieur de l'entreprise, quand même, sauf accord. On ne peut toujours pas envoyer de mails sur les mails professionnels, sauf s'il y a un accord. C'est-à-dire qu'on est à l'âge de pierre. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit il faut représenter les salariés et les agents, etc., etc. Puis de l'autre côté, on n'a pas les moyens de le faire. C'est-à-dire comment on peut, quand on est élu, quand on est représentant comme vous et moi, représentant des salariés, des agents, on a des comptes rendus de mandat à faire quand même. C'est la moindre des choses. Enfin, moi à l'UNSA, je vous le dis, je ne tolère pas quand un élu, il siège pour lui et qu'il ne fait pas de compte rendu. Moi, je ne suis pas élu, enfin, je ne suis pas là pour moi, quoi. Je suis là pour le collectif. Et donc, ça veut dire qu'il faut que vous... Et là, vous avez raison. C'est-à-dire que si on ne donne pas l'information, eh bien après, les gens se détournent de nous, pensent qu'on ne sert à rien, et on supprime des instances, on supprime des élus, etc., parce qu'il n'y a pas de résultat. Et donc, ça veut dire qu'il faut... Attendez, non, mais je vais vous donner la Voilà. parole Oui, ensuite. et donc, ça veut dire qu'on a donc une responsabilité collective en tant que syndicaliste pour montrer aux agents et aux salariés bien qu'on est utile. Et donc pour ça, c'est faire des comptes rendus de réunion, c'est expliquer ce qu'on fait, c'est dire quand il y a des difficultés, eh bien les dire, puis quand il y a des choses positives, le dire aussi. C'est dire quand on nomme un expert sur un sujet particulier, eh bien c'est de travailler avec lui et avec l'employeur si on peut, etc., etc. C'est tout ça en fait. Et si on ne fait pas ça, on scie l'arbre sur lequel on est. Et vous l'aviez dit en introduction. Et je vais juste vous Attendez. poser une question. C'est vous qui parlez, bien sûr. L'élu qui ne fait pas de compte rendu, des fois, ça cache une difficulté, des fois. Parce qu'il ne sait pas écrire. Ça, c'est l'organisation syndicale qui doit, à ce moment-là, se prendre en charge cela pour l'aider, parce qu'il n'est pas seul. Il ne peut pas être seul. Voilà. Mais quand je disais qu'on scie la branche là où on est un peu assis par moment, vous le disiez en introduction, moi je vais être un peu provocateur, c'est ma nature. Très franchement, on va se le dire, mais dans le privé, bien souvent, au CHSCT, il y a quelques années, on mettait des gens qui ne pouvaient pas être élus. Voilà, donc quand vous disiez qu'il y avait des gens qui ne venaient pas aux réunions, dans le privé, comme c'était une élection, pour être au CE, c'était une élection directe au délégué du personnel, bon, eh bien, on savait que des gens ne pouvaient pas être élus. Alors, puis à la fin, on protégeait, on dit, bah, tu aurais pu être au CHSCT, là-bas, caché. Donc voilà. Ben, il faut quand même qu'on ait conscience aussi de ce phénomène-là. Il faut se le dire entre nous. C'est pas un gros. Donc c'est vrai que depuis, après, il y a quelques années, le CHSCT avait pris beaucoup d'ampleur, beaucoup effectivement de prérogatives. Donc il a fait très peur aux employeurs qui ont essayé effectivement de le zigouiller, etc. Mais ils n'y ont pas réussi.
puisque l'obligation en matière de sécurité sur le travail, sur la santé, existe encore, et heureusement. Et ils ont essayé encore là, il n'y a pas si longtemps que ça, sur la loi prévention et santé au travail qui a été négociée, ils ont essayé de se dérober encore cette obligation de résultat en matière de sécurité. Ils n'ont pas réussi. Donc finalement, c'est un coup dans l'eau. Vous voyez, donc c'est pour ça que, moi je vous le dis, je pense qu'on a intérêt vraiment à s'emparer de ces sujets et à protéger nos agents et les salariés qu'on représente. Voilà. Et ça, c'est que comme ça qu'on montrera notre utilité et qu'on continuera à combattre. Sinon, effectivement, on nous coupera les vivres au fur et à mesure, on n'existera plus. Et à ce moment-là, les salariés seront, comme pendant le Covid, seuls face à leur ordinateur, sans qu'on puisse les aider. Et ça, c'est pas possible. Voilà. Et donc cette responsabilité-là, il faut que nous, on la prenne vraiment, me semble-t-il. Madame Nessa ? Oui, je voulais juste... en termes de recommandations, il est dans vos environnements de travail, hein, on est sur la fonction publique d'État, il est important de pouvoir amener vers la négociation d'un accord de protection des représentants du personnel. C'est très important ça. C'est souvent un outil auquel les représentants ne pensent pas, mais on se rend compte que sur le terrain, cette architecture de dialogue social, elle est très accaparante en fait, en termes de temps, de disponibilité, etc. Donc on voit sur le terrain qu'il peut y avoir sur certains représentants du personnel une réelle pression pour ceux qui ne sont pas détachés en tous les cas, à prioriser leur activité ou l'urgence dans leur rôle. Bon, souvent, on se rend compte que faute d'accords qui sanctuarisent, qui protègent à la fois dans le rôle et dans la trajectoire professionnelle, on se rend compte que ça, c'est un peu un outil qui manque pour vraiment être, j'allais dire, en pleine disposition dans l'exercice de ses prérogatives qui ne changent absolument pas avec cette nouvelle mouture. Vous voyez ce que je veux dire ? Votre rôle d'évaluation, d'identification, votre rôle d'alerte, de proposition, il est entièrement maintenu dans cette architecture. Mais pour bien le faire, vous êtes d'accord qu'il faut du temps ? Il faut du temps pour recevoir, il faut du temps pour aller visiter, il faut aller du temps pour partager, etc. Et il faut le faire sereinement et pas dans des états d'angoisse parce que votre hiérarchique a du mal à vous donner les heures, etc. Et c'est une réalité de terrain. Et on se rend compte qu'avec le CSE, il y a beaucoup plus de pression pour les élus. Donc je crois qu'il y a des accords dans des entreprises qui ont été engagés pour protéger les représentants du personnel. Donc vous pouvez très bien demander à votre section syndicale de voir un petit peu qu'est-ce qui existe déjà en exemple pour essayer d'ouvrir une négociation. Ça me paraît important avant d'engager, on va dire. Je voulais simplement ajouter par rapport aux interventions précédentes que rappeler la qualité du travail de nos militants CHSCT qui ont cessé de monter en compétences et notamment pendant la crise sanitaire qui ont été énormément mobilisés et que voilà, on est vraiment très content du travail effectué et on ne doute pas. De toute façon, on va être là pour les accompagner, pour la suite, pour former. Comme il a été dit, il va falloir faire des diagnostics, voilà, tout ça s'anticipe et c'est bien pour cela aussi qu'on est présent aujourd'hui. Voilà. Monsieur Conrad ? Oui, je voulais faire un point également sur une inconnue par rapport à ces futures instances. Une spécificité de l'enseignement supérieur, c'est que nous avons normalement dans nos CHSCT des usagers qui siègent. Donc des représentants des étudiants. Et là, autant il y a une anticipation, puisque le décret date du 20 novembre 2020 pour une mise en place au 1er janvier 2023, autant à ce jour, on n'a aucune information sur ce qui va devenir par rapport à cette représentation des représentants des étudiants. Alors bien sûr, on ne les voit pas souvent, faut pas se leurrer, on ne les voit pas souvent dans nos instances, malheureusement, mais ils ont des sièges et ils ont leur possibilité d'intervenir, et ça serait dommage de s'en priver à l'avenir. L'un de vous souhaite ajouter quelque chose sur ce sujet-là ? Donc, on nous avait transmis quelques questions. Ah, bon, alors, comme on a un peu de temps, oui. Désolée. Alors, en fait, moi, je suis Françoise Ferrand, donc je suis secrétaire nationale du SNPTES. Et si je prends la parole, c'est parce que j'ai récupéré un certain nombre de questions qui émanent des sections académiques,
qui ont eu largement le temps justement d'avoir l'information, de savoir de quoi traiter les tables rondes et justement de pouvoir préparer des questions. Donc au cours du débat, pas mal de réponses ont été apportées à ces questions. Ça me semble quand même opportun de pouvoir les présenter. Il y a des collègues qui se sont interrogés, donc on va revenir un petit peu dessus, rapidement sur certaines, un peu plus longuement sur d'autres. Donc une des premières questions concernait la charge de travail, la responsabilité et l'expertise des élus au CSA qui va aller grandissant. Donc effectivement, une question était là-dessus, vous y avez fortement répondu dans ce sens-là. Et donc du coup, malgré tout, on peut s'interroger quand même sur le fait que regrouper ces deux instances, est-ce qu'on ne prend pas le risque du coup de fragiliser le poids des représentants du personnel? Donc voilà. Donc je pense que ça peut mériter une autre petite discussion là-dessus. Alors je ne sais pas si ensuite vous voulez que ici je puisse indiquer toutes les questions ou alors on fait plutôt par thème. Marie-Agnès ? Je peux proposer toutes les questions et on continue à débattre dessus? Oui, je pense, faisons la lecture et puis chacun pourra intervenir s'il le souhaite sur le sujet. Ok. Donc, une autre question qui est intéressante aussi, hein, la fusion de CT, CHSCT en CSA, du coup, peut-elle apporter un bénéfice à l'évaluation et à la prévention des risques? Une autre, bon, on l'a aussi largement répondu, donc peut-être qu'elle ne sera pas évoquée à nouveau. C'était plutôt, ça concernait en fait le fait que la formation spécialisée et le CSA, en fait, on pouvait s'interroger sur le fait est-ce que ce soit réellement deux instances. Donc on en a beaucoup parlé. On se demandait si en fait l'une pouvait donner un avis par rapport à l'autre ou inversement. En fait, la question, elle a été éludée puisque ce sont deux instances qui, effectivement, peuvent fonctionner séparément et donc prendre des avis individuellement. La dernière question va concerner, va être en fait un résumé de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire on voit qu'il y a cette réforme qui, en fait, reprend pas mal d'informations du dernier décret dans ce nouveau décret. En fait, on peut s'interroger quel est le but d'une telle réforme, hein. Est-ce qu'elle n'est pas un frein au dialogue social? Voilà, donc là, ce sont les réponses qui ont émané des académies. Je ne sais pas si on aura le temps de prendre d'autres questions, mais voilà, je vous laisse la parole. Alban, si tu peux refaire la lecture une par une. Des questions ? Ouais, maintenant qu'on les a eues et comme ça faire réagir les intervenants. Les questions qui ont été posées à l'instant. Merci. Donc, la fusion des CT, CHSCT en CSA peut-elle apporter un bénéfice à l'évaluation, à la prévention des risques? Oui, j'y avais un peu en partie répondu quand je parlais de la fameuse sécurité intégrée, c'est-à-dire que dans l'instance CSA, qui est compétente pour une réorganisation de services, quand l'avis du CSA va être demandé sur une réorganisation de service, si on a des représentants des personnels qui sont sensibilisés aux questions de santé et sécurité au travail, ils vont avoir l'idée, j'espère, de se dire, d'un point de vue de cette réorganisation, quel va être l'impact sur la santé et sécurité au travail des agents. Parce que quelque chose qui peut paraître complètement facile pour une équipe de direction, du type tel service, je le prends à tel endroit et je le mets à un autre endroit, ça peut être catastrophique pour des agents. Parce que les agents qui mettaient 5 minutes pour venir à pied au travail vont devoir prendre les transports en commun, vont devoir faire le détour par l'école, changer leurs enfants d'école ou de crèche, acheter une voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Donc les conséquences sont énormes parfois pour quelque chose qui, pour la direction d'un établissement, paraît complètement futile. Ça peut être énorme pour les agents. Et donc, si les représentants des personnels ont cette sensibilité, ils vont dire attention, là, il ne s'agit pas juste de réorganiser un service, ça a des conséquences en termes de santé et sécurité au travail. Madame Nessa ?
Je vous donne la parole ensuite. Ce qui est important de dire, c'est vraiment, j'insiste à chaque fois, c'est que tous les environnements ne sont pas homogènes. Ça, c'est très important. Donc, en fait, on reste toujours sur le principe d'une culture de prévention et que favorablement d'avoir un CSA et les formations spécialisées d'un côté, je trouve que pour certains domaines métiers, et je pense aux fonctions support où il y a de gros enjeux, etc., dans la fonction publique d'État, pour les domaines qui interviennent en transversalité, vous voyez ce que je veux dire? On a de plus en plus de projets, on a le sentiment qu'ils impactent un domaine, mais finalement, ils basculent dans de nombreux domaines. Donc ça peut être favorable qu'à la seule condition qu'il y ait une bonne articulation, pour le coup, entre le CSA et les niveaux formation spécialisée pour nourrir, mieux apprécier, mieux appréhender, mieux renseigner les points d'impact. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on revient quand même sur le point de départ, c'est-à-dire l'hypervigilance sur la qualité des interactions et des travaux et de la transmission des informations et de la communication entre le CSA et la formation spécialisée. D'où un enjeu d'intégrer dans la négociation, à mon sens, puisque le décret ne dit rien à ce niveau-là. Le décret, à aucun niveau, ne stipule que systématiquement, sur quelques projets que ce soit, on procède à une double consultation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la lecture locale n'est pas forcément la lecture d'un niveau qui a une portée beaucoup plus large. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est des arguments que vous pouvez aller chercher, à mon sens, selon la spécificité de vos périmètres, pour les inclure dans des négociations. Parce que là, pour le coup, le décret, le fait qu'il soit complètement opaque sur ces aspects-là, ça vous donne quand même un champ important pour intégrer tout ça. Il ne faut surtout pas avoir une architecture où on ferait cohabiter finalement deux instances. Et que même vous seriez à l'intérieur même de votre organisation syndicale en incohérence d'action. Et là, l'employeur, c'est du pain béni pour lui. Ben oui. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit votre OS ou les autres. Vous voyez? Donc, Monsieur Koumemba, vous voulez rebondir? Insister sur la notion de sécurité intégrée. Parce que avant, les questions de sécurité santé au travail étaient traitées de façon périphérique. Là, l'idée derrière la sécurité intégrée, c'est de dire, dès qu'on construit un projet, notamment des projets économiques, eh bien, la question de la sécurité et de la santé est dedans. On traite cette question en même temps. En tout cas, s'il y a une promesse forte de ce CSA chez vous et CSE dans le privé, c'est vraiment ça. La sécurité est intégrée. Ce n'est pas quelque chose qu'on traite à part. Rona, vous souhaitez ajouter quelque chose? On en a déjà parlé, c'est exactement ça. Effectivement, je vous donne un exemple. Quand vous avez une réorganisation qui impacte effectivement des agents ou des salariés, quand vous avez deux instances qui ne se parlent pas forcément, une qui donne un avis et l'autre qui ne donne pas d'avis, vous vous retrouvez très embêté face à l'employeur qui se rentre qui s'engouffre. Oui, donc il faut avoir une vision intégrée. Et c'est vrai que le fait d'avoir les deux casquettes, entre guillemets, permet d'avoir cette ouverture d'esprit, ou du moins doit permettre de l'avoir. Et donc d'y penser, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Moi, je vous dis, dans les CE à l'époque, quand il y avait des réorganisations, on pensait à ceux qui restent, et ceux qui partaient, on leur donnait, on voyait comment on les accompagnait. Mais par contre, ceux qui restaient vraiment sur la charge de travail, on oubliait un peu. Et justement là, le fait d'avoir la double casquette, ça permet quand même d'avoir cette vision globale. Et c'est pas inintéressant pour les salariés et les agents, me semble-t-il. Je vous remercie. Monsieur Koumemba. Désolé. Alors, je peux me faire des amis dans ce que je veux dire. C'est vrai qu'on a aussi remarqué, du point de vue de la RACT, que lorsque on faisait appel à un expert agréé par le CHSCT, souvent l'employeur n'était pas d'accord. Et donc, c'était un moyen qu'avaient les élus pour mettre la pression sur l'employeur. Donc aujourd'hui, on peut penser, je parle du privé, avec la disparition du CHSCT, et que maintenant ça se décide plutôt en CSE, on est un peu plus dans le dialogue social, même si le recours à une expertise n'est pas totalement exclu. La vraie difficulté, c'est qu'avant c'était 100% payé par l'employeur, aujourd'hui c'est 80-20. Donc du coup ça freine malheureusement. Et c'est ça la vraie... Voilà, dans la fonction publique, contrairement au privé, le CHSCT n'a pas de personnalité morale. Voilà.
Donc dans tous les cas, toutes les charges qui peuvent être générées par le recours à un expert sont forcément supportées par l'employeur. Alors que nous, dans le privé, avant, effectivement, le CHSCT, c'était effectivement l'employeur qui payait une grande partie d'expertise. Alors après, ça dépendait. Là, aujourd'hui, il dit, ben d'accord, 20% pour le CSE, quoi. Voilà. Donc, je vais passer à la deuxième question. Le fait de regrouper ces deux instances en une ne risque-t-il pas de fragiliser le poids des représentants du personnel ? Comme ça a été évoqué, soit on voit le verre à moitié plein parce qu'on a les mêmes représentants du personnel qui siègent dans les deux instances et que donc il y a moins de représentants au total, soit on voit l'autre version qui a été débattue, qui à mon avis est plus pertinente. Comme les mêmes personnes siègent dans les différentes instances, elles ont une obligation d'être plus expertes, plus efficaces, plus efficientes, et ça leur permettra d'avoir accès à un plus large panel, puisque lorsqu'on va réunir le CSA, on va évoquer des textes. Lorsqu'on va réunir la formation spécialisée, on va évoquer des projets. Donc il y en a un où on est plutôt sur une organisation générale d'établissement, avec la validation, alors je raconte n'importe quoi, hein, mais de l'organisation du télétravail, de l'organisation du temps de travail si ça vient dans ce champ de compétences. La formation spécialisée, elle, sera consultée ou informée sur des projets d'aménagement, de restructuration, quelque chose peut-être de plus concret, de plus pragmatique. Et donc, quand on aura les mêmes personnes qui vont siéger aux deux, ça permettra d'avoir vraiment une vision très très large du fonctionnement général de l'établissement. Et si, comme je le suggérais, les suppléants de la formation spécialisée sont des gens issus des collègues non cartés, ça peut encore apporter plus de pertinence au fonctionnement. Donc moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt un avantage. Je vous remercie. Madame Nessa, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, juste pour compléter, hein, je partage simplement dans la question qui est posée, c'est-à-dire est-ce que le poids des représentants va être affaibli ou pas ? Et en fait, on peut la prendre sous deux angles, cette question, c'est-à-dire la représentativité en nombre. Là, on a répondu, puisqu'on a dit, selon qu'il y aura ou pas, en plus des formations spécialisées, donc le nombre pourrait être finalement beaucoup plus important que ce qui n'était au démarrage. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, le poids, j'allais dire, moi j'entends plus la pertinence. En fait, c'est-à-dire la puissance, entre guillemets, d'action des représentants du personnel, elle est complètement à corréler avec la maîtrise des outils. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on utilise comme outil pour avoir, j'allais dire, une stratégie dans le dialogue social ? On n'utilise pas l'outil de l'expert comme ça, j'allais dire, de prime abord. On crée des étapes intermédiaires pour, j'allais dire, créer un équilibre plus favorable vis-à-vis de l'employeur sur des questions sur lesquelles vous souhaitez avancer. Donc, en fait, le poids, il est complètement conditionné, j'allais dire, à la fois par l'intelligence stratégique, la préparation, la rigueur, l'organisation et la préparation des travaux. On ne va pas se mentir, je veux dire, cette nouvelle architecture, finalement, elle met encore plus en lumière la nécessité, dans le paysage même économique qui est le nôtre et social, qu'il va falloir être complètement, j'allais dire, alerte, ne rien laisser passer dès le départ sur le cadre dans lequel vous souhaitez fonctionner. D'où l'importance du règlement intérieur, d'où l'importance des accords. Enfin, je veux dire, quand on sait que la transformation, c'est un enjeu majeur, hein, avant même cette nouvelle mouture, vous le savez parfaitement que tout le monde n'a pas les mêmes actions de l'employeur en matière de conduite du changement. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, moi, là où je reste quand même un peu strict, hein, même si on parle de sécurité intégrée, il n'empêche que le terme santé, sécurité, conditions de travail, il n'existe plus en tant que tel. On a une obligation de sécurité, certes, et il faut impérativement ne pas lâcher les obligations et les prérogatives qui sont maintenues. Mais visuellement, tout ça n'existe plus. Enfin, je veux dire, c'est une réalité. Donc, à charge aux représentants du personnel, tout OS confondu, en intégrant la chaîne des acteurs de prévention, de pouvoir amener ces sujets-là et de les amener vraiment de manière opérationnelle. Je finis juste pour une petite parenthèse. N'oublions pas que dans la fonction publique d'État, souvent, vous êtes au fait régulièrement de projets de transformation de principes.
vous n'avez jamais un projet qui vous est présenté avec les étapes opérationnelles dans un premier temps. Donc souvent, vous êtes tous un peu piégés en rendant des avis sur des projets de principe. Et historiquement, dans la configuration actuelle, vous aviez du mal à revenir à la charge pour dire « Attendez, vous devez nous consulter sur les aspects opérationnels ». Donc finalement, cette maîtrise-là, elle échappait à tous les acteurs. Donc là, l'avantage, entre guillemets, si on peut saisir comme une opportunité, c'est vraiment aller chercher à ce que la formation spécialisée puisse vraiment être force pour remonter et intégrer les spécificités socio-organisationnelles, etc. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, je vous remercie. Monsieur Koumbemba. Moi, par rapport au dernier point que vous venez d'évoquer, mais je perds le fil des idées, c'est pas grave. Ça me reviendra peut-être. Dans le privé, quand même, on peut constater qu'il y a une faiblesse. Une faiblesse, au moins, si on regarde le nombre d'élus qui diminue. Et quand on met en face la charge de travail, le nombre de dossiers complexes à maîtriser, on voit quand même qu'il y a une difficulté là qui pointe à l'horizon. Donc, attention à ce qu'il n'y ait pas des RPS pour les élus. Donc ça, c'est un point de vigilance. Et le deuxième point que j'allais aborder, je l'ai oublié, c'est pas grave. Donc, il nous reste un quart d'heure pour traiter les 3 dernières questions. Donc, quel est le but d'une telle réforme? Sera-t-elle un frein au dialogue social? Monsieur Conrad. Le but d'une telle réforme, c'est la loi sur la transformation de la fonction publique, la loi de simplification, je pense. Après, on est entre nous, hein, le gouvernement, il marche un peu à tâtons et quand on présente quelque chose, on essaye d'éviter que ça mette le feu partout. Et c'est pour ça qu'on se rend compte finalement que, comme je le disais tout à l'heure, à part un changement de nom, est-ce qu'il y a vraiment une modification importante, si ce n'est les points positifs qu'on a pu voir? Madame Després. Oui, et de manière générale, on observe bien une convergence, une volonté de convergence entre le privé et le public. Voilà, pour être assez synthétique. Voilà. Monsieur Corona, vous souhaitiez... Oui. Je pense qu'il y a, dans la table ronde tout à l'heure, ça a été évoqué, une différence entre le début du mandat et le mandat maintenant. Le début du mandat, moi je veux dire très clairement, c'était on va supprimer les SHC dans le privé, il y a trop de risques, on va baisser le nombre d'élus parce qu'il y a trop d'élus, on ne veut plus des suppléants dans les CE, etc. etc. On baisse aussi les heures de délégation, et voilà. En dessous de 300, il n'y a plus de CHCT, il n'y a plus de CHCT, il n'y a pas de C2SCT, etc., etc. Et il n'y avait pas il y avait même pas de concertation. Moi, je peux vous dire qu'à l'UNSA, nous avions été reçus au cabinet de Madame Pénicaud à l'époque. Franchement, on était là pour écouter. Hein. Non, mais il n'y avait pas de discussion. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une volonté présidentielle très forte parce qu'il était arrivé au pouvoir à ce moment-là et les partenaires sociaux, il n'était pas dans une phase où il écoutait les partenaires sociaux. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui, il a un peu évolué depuis la crise des Gilets jaunes, etc., etc. Il y a un peu plus de concertation. Mais à cette époque-là, il n'y en avait pas. Donc moi, au début, c'était pour nous affaiblir. Moi, je vous le dis, c'était pour nous affaiblir. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que finalement, même les employeurs ont dit non, globalement, on ne peut pas non plus aller aussi loin. Et donc, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple, par exemple, des banques populaires. J'ai eu aussi des gens de Arriva au téléphone, des gens de Dassault qui m'ont dit, mais globalement, nous, ça n'a pas modifié les rapports qu'on avait avec les employeurs sur les conditions de travail, la sécurité. Parce que, justement, les employeurs ont besoin aussi de cette sécurité-là par rapport à leurs salariés. Voilà, ils ont besoin de cette protection-là. Donc, voilà, donc moi je vous le dis, au départ, c'était pour affaiblir le dialogue, pas pour affaiblir les organisations syndicales et pour favoriser les employeurs.
finalement, c'est une opération qui n'a pas fonctionné comme ça aurait dû du côté, je pense, du gouvernement, ce qui donc du coup démontre qu'on a une capacité aussi, nous, organisations syndicales, de s'adapter très rapidement. Et c'est plutôt un bien d'ailleurs. C'est-à-dire que finalement, on se dit, bon, bah, écoutez, la nature ayant horreur du vide, on a pris à bras le corps et on a assumé nos missions. Et c'est vrai qu'il y a un danger, vous l'avez dit vous-même, effectivement, sur des RPS pour les élus, parce qu'on a moins d'élus, des plus grosses missions, et c'est vrai que là, c'est une difficulté. Et puis une deuxième difficulté quand même, je crois que c'est au bout de 2 ou 3 mandats, on n'a plus le droit de se présenter. Dans le privé, vous savez ce que ça... Oui, c'est les ordonnances d'Emmanuel Macron. Dans le privé, vous imaginez, au bout de 3 mandats que vous avez été élu dans un CSE ou délégué syndical, la difficulté à laquelle on pourrait se retrouver. Donc, c'est encore 3 mandats, donc on n'en voit pas le résultat tout de suite, mais il pourrait être dramatique dans le deuxième cycle électoral, puisque là, on attaque le deuxième. Voilà, et ça, c'est un vrai danger. Donc, c'est pour ça que je vous dis au départ, je pense que la volonté, quand même, c'était de taper un peu sur le dialogue social, et ça n'a pas marché, et tant mieux pour le moment. Monsieur Koumemba. Je suis content d'échanger avec vous. Notre expérience montre quand même que la partie employeur patronale est formée. Je parle de la RAC, là. La partie élue n'est pas formée. Vous êtes formés. Mais vos collègues sur le terrain sont moins bien formés. Donc il y a un déficit là de formation qu'il faut corriger parce que ça compte dans le dialogue social. Voyez-vous, quand on vient dans les entreprises, on s'aperçoit souvent que les élus sont sur la posture. Uniquement sur de la posture parce qu'ils n'ont pas des arguments valables pour pouvoir échanger avec la direction. Et chose que nous, on essaie de compenser dans nos interventions. Donc là, il y a besoin de former, vraiment de former, et j'insiste beaucoup sur la formation de vos élus. Oui. Parce que des fois, et là, ce que j'allais dire quand vous êtes intervenu me revient, des fois le patron, il ne sait pas, en fait. Il rentre dans des grands principes. Vous avez le sentiment aussi qu'il vous cache des choses. Mais des fois, lui-même, il ne sait pas où il va. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Oui, oui. Mais c'est vrai que vous avez raison. Oui, on ne forme pas assez les élus. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure en disant que par moment, dans les CHSCT, etc., c'était une critique qui était valable pour l'UNSA aussi. On n'est pas meilleur ou mieux que les autres. Par contre, on a, nous, une volonté forte syndicalement parce que on n'est pas représentatif interpro, donc on n'est pas dans les instances de la RACT, etc. pour le moment, parce qu'on n'est pas représentatif national interpro. Il n'empêche que du coup, cette jeunesse que nous avons nous permet d'être plus souple par moment. Et moins dans les postures. C'est notre volonté. C'est notre volonté. Et ça, c'est pour ça que c'est important. Et donc oui, il faut qu'on forme nos élus. Oui, il faut que les élus soient compétents parce que les agents et les salariés leur font confiance. Et sinon, de toute façon, ils ne seront plus réélus. Et sinon, de toute façon, ça veut dire que au bout d'un moment, ils ne font pas le mandat pour lequel ils sont élus, justement, ou nommés. Et donc, dans ce cadre-là, on a une responsabilité forte. Et nous, à l'UNSA, on pousse nos élus à se former. Alors, on n'y arrive pas forcément tout le temps, mais c'est une évidence. On les pousse vraiment en disant, maintenant, il faut y aller. Sinon, effectivement, vous risquez de vous faire avoir. Voilà. Et donc, le pragmatisme, réformisme, discussion, concertation, dialogue social. Sinon, effectivement, on est sur des postures. Et dans la posture, en général, c'est pas le salarié qui gagne, ni l'agent, des fois. Bon, je vous remercie pour je vous remercie. Je remercie chacun des. Je remercie chacun des. Je remercie Marianne, si t'as rien à ajouter? Oui. Non, mais en conclusion, simplement. Peut-être après que chacun souhaitera dire un petit mot conclusif, je ne sais pas. Mais moi j'ai l'impression, d'après les échanges qu'on a pu entendre et avoir, que finalement on peut être relativement positif et serein pour l'avenir. On a entendu des notions très importantes, je pense notamment à celle de la sécurité intégrée qu'il faut vraiment avoir en tête.
le diagnostic, la formation, s'emparer aussi des règlements intérieurs. Et il est évident que pour nous, suite aux élections professionnelles de 2022, il nous faudra avoir, donc on choisira des titulaires au sein des CSA. Donc ce seront des collègues qui devront avoir un certain nombre de compétences et qu'on nous accompagnerons. Et que les suppléants, il est important que ce soit des militants que nous choisirons et qui partageront nos valeurs et qui auront un socle commun de formation. Voilà. Donc je pense que vraiment on peut avoir confiance dans cette réforme. On a encore une année pour préparer tout ça et on est déjà en fait aujourd'hui déjà en train de le préparer. Donc voilà. Merci en tout cas à chacun. Peut-être et juste un... Attendez. Vous voulez ajouter une dernière... Oui, peut-être un mot un mot de la fin pour conclure. J'ai envie de dire que la balle est dans votre camp. En fin de compte, ces instances, elles seront ce que vous en ferez. Voilà. C'est peut-être le mot à retenir pour la fin, quoi. Merci. Sur ces bonnes paroles, je remercie chacun des intervenants pour leur présence et leur intervention judicieuse et je vous souhaite une bonne soirée.